L'histoire qui suit a eu lieu dans la petite ville de Lilith, dans l'État de la Pennsylvanie. Le vendredi 8 février 2002, Brenda Haste, une femme de 42 ans, va porter ses enfants à l'école comme à tous les matins, donc elle leur dit bye et elle quitte pour la journée. Le soir venu, quand les enfants rentrent de l'école, leur mère a disparu. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour la suite, fait que restez là pour connaître le reste de l'histoire. There were people in the neighborhood who would not allow their children to play with my children because of what they perceived I might do. Coucou, c'est Max Guys. Ici Victoria Charlton. Allô Internet. Allô Internet. Victoria en studio. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Une femme retrouvée avec 20 coups de couteau. Et la police conclut à un suicide. Un homme respectable, un sous-sol au Mexique et des restes humains par dizaines. De Philadelphie à Harlem, De Londres au village français, le crime ne connaît pas de frontières. et les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Parfois, il dort dans la pièce d'à côté. Ils portent parfois un uniforme. Parfois, c'est celui qui promettait d'aimer pour toujours. Pour la première fois, on a uni nos plumes. 2 voix, 2 continents et 10 affaires qui vous glaceront le sang. Crime sans frontières, disponible partout dès le 25 mars. Et précommandez-le dès maintenant. Le lien est dans la description. This is not a test. Donc, reprenons du tout début. Nous sommes en février 2002 dans la ville de Lilith, dans l'État de la Pennsylvanie. On a Brenda Haste, de 42 ans, qui est mariée avec Lee Haste. Et ensemble, ils ont 2 enfants, donc Morgan, de 8 ans au moment des faits, et le petit Lee, qui s'appelle comme son père, de 12 ans. Brenda, elle a un emploi assez régulier, assez stable, pas super motivant, là, mais elle s'occupe de la comptabilité dans un magasin de voitures, un concessionnaire, donc elle fait un peu de la tenue de livre, si on veut. Mais l'affaire, c'est que personne n'est au courant, mais ça va pas bien du tout pour Brenda. Brenda est fatiguée. Ça va vraiment mal dans son couple, tellement qu'elle est en processus de divorce avec son mari, avec Lee. Mais c'est pas si facile, tu sais. Là, Brenda va passer d'une mère en couple mariée avec une maison à une mère célibataire. Et là, tu sais, elle fait des calculs, elle calcule son budget, ses entrées d'argent, ses sorties d'argent, puis ça va pas du tout, ça marche pas. Donc, c'est difficile pour elle de s'imaginer se rebâtir en tant que mère célibataire, possiblement mère monoparentale. Donc, c'est une grosse décision qui vient avec son lot de stress, d'anxiété, de remise en question et même de déprime, tu sais. Il y a tout de même une solution qui s'offre à elle, c'est aux États-Unis ce qu'on appelle le Housing Assistance, soit l'accès au logement pour des familles à faible revenu. Donc, Brenda avait pris quelques jours de congé pour justement aller visiter des logements, pour remplir des formulaires, mais c'était pas une période de sa vie où elle était bien, disons. Et c'est pas une décision qui est super facile, tu sais, de demander le divorce, d'un peu briser ta famille, tu sais, même si c'est pas toujours vrai, mais souvent tu te sens comme ça, de demander de l'aide au gouvernement, tu sais. Fait que c'était pas quelque chose qui était facile pour elle, mais c'était nécessaire pour le bien de sa famille. Donc, le matin du 8 février, Brenda se lève, ses enfants se préparent pour l'école, elle leur prépare à déjeuner, elle les habille et elle prépare même le souper du soir même. Elle sort des côtelettes de porc du congélateur et les laisse dégeler toute la journée. Elle commence même à plier une brassée de lavage là, dans des vêtements bien cordés. Elle se prépare, elle fait sa routine du matin comme à l'habitude. Il n'y a rien d'anormal. Tu sais, elle est un peu en mode robotique parce que c'est ce qu'elle fait à chaque jour. Vers 8h30, elle va porter ses enfants à l'école, elle leur donne un bisou, elle leur dit qu'elle les verrait le soir même, encore une fois comme d'habitude. Le soir, lorsque les enfants rentrent de l'école, leur mère n'est pas là. Qui se pose un peu
des questions. Elle est toujours là quand ils rentrent de l'école. Ils appellent leur père plusieurs reprises. Il répond pas. Il finit par répondre. Là, les enfants lui disent, « Hey, maman est pas là. As-tu une idée d'où elle pourrait être? » Lee, aucune idée. Il comprend pas pourquoi sa femme n'est pas à la maison, son ex-femme plutôt. Ils appellent le travail de Brenda, ils appellent des amis, des membres de la famille de Brenda. Personne n'a eu de nouvelles. Donc, Lee quitte le travail à 17h, il rentre à la maison et là, ils se mettent sur le dossier. Et où Brenda? La maison est exactement comme elle avait été laissée ce matin-là. Donc, le souper, la viande qui est complètement dégelée sur le comptoir, la brassée de lavage qui est à moitié pliée. Il n'y a pas de signe de violence, pas de signe d'entrée par effraction, pas de notes laissées par Brenda. Vraiment, tout est comme à son état habituel. Il manque juste une chose, Brenda. Il manquait aussi sa voiture. Mais c'était vraiment hors du commun, tu sais, de pas avoir de nouvelles d'elle. La dernière fois qu'on lui avait parlé, c'était Lee. Il l'avait appelé ou elle l'avait appelé vers 11h, puis vraiment, tout semblait bien aller. Il n'y avait rien à signaler, rien qui pourrait laisser présager une éventuelle disparition ou un départ. Mais là, après plus de 12 heures sans nouvelles, la situation était déjà inquiétante, mais là, 12 heures sans nouvelles, qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. C'est là que la famille de Brenda a décidé d'officiellement signaler sa disparition. Au début, on cherche Brenda, mais pas en mode panique. Tu sais, dans les faits, c'est une adulte. Elle a le droit de disparaître. Malgré que, tu sais, mettons là, mettez-vous dans la place de son mari ou de ses enfants. Tu peux pas être en mode panique quand t'as pas de nouvelles. Tu sais, je veux dire, donc je pourrais pas disparaître sans donner de nouvelles. Tu sais, je veux dire, ça serait vraiment inquiétant que je sois pas à la maison, que personne réussisse à me rejoindre. Tu sais, je veux dire, c'est anormal. Puis aussi, Brenda, c'était une mère très dévouée pour ses enfants. Jamais elle aurait pris la décision de les abandonner, tu sais. Fait que rien pointait vers un départ volontaire. Son mari l'appelait même une Beaver Cleaver Mother, en référence à une vieille émission de télé avec le personnage de June Cleaver qui représente la typique mère au foyer dévouée. Tu sais, vraiment, Brenda, elle vivait pour ses enfants. Et quand tu parles à n'importe qui de son entourage, ses amis, d'autres membres de sa famille, tout le monde le dit, là, tu sais, cette femme-là vit pour le bonheur de ses enfants, c'est sa raison d'être, comme la plupart des mères, là. Fait qu'on peut comprendre, là, elle serait pas partie, elle les aurait pas abandonnés volontairement. Et tu sais, en plus de ça, elle avait pas fait de valise, tu sais, il y avait tous ses vêtements, tous ses effets personnels à la maison, tu sais, elle avait vraiment rien amené avec elle, à part, sa voiture qui a disparu. Puis, elle avait pas vraiment les moyens de refaire sa vie ailleurs, parce qu'on sait que financièrement, ça n'allait pas trop bien. Et selon l'enquêteur Schofield, donc l'enquêteur au dossier, il y a un item très parlant qui a été laissé derrière elle, OK? C'est vraiment con, comme... Vous allez voir, c'est vraiment con. Mais Brenda, elle a laissé à la maison son crayon à sourcils. Parce que Brenda n'avait plus vraiment de sourcils, là, ça poussait plus vraiment. Fait que chaque jour, chaque matin, en sortant du lit, elle se traçait ses sourcils au crayon. C'était vraiment important. Elle ne sortait pas de la maison sans s'être fait les sourcils. Puis là, elle a laissé son crayon à sourcils à la maison. Donc, c'est tellement con comme item, mais je comprends à 100%. Tu sais, c'est comme nous sortir sans notre téléphone cellulaire ou sans sortir sans un paquet de gomme. Tu sais, je veux dire, chacun, on a notre item important. Mais là, ça cloche si elle n'a pas amené ça avec elle. Mais là, c'est quand on retrouve sa voiture 4 jours après sa disparition que ça devient inquiétant. C'est en fait sa voiture de compagnie qui est retrouvée près d'une gare d'autobus à York. On parle d'une Mercury Mystic 1998 blanche. Mais là, sa voiture est retrouvée à York. Ce qui est là, c'est très étrange. Elle connaissait personne à York. Qu'est-ce qu'elle aurait fait à cet endroit-là? Pourquoi sa voiture était trouvée près d'une gare d'autobus? Plusieurs questions. Est-ce que quelqu'un aurait volé la voiture de Brenda et l'aurait ensuite assassinée? Est-ce que Brenda aurait été kidnappée? Là, les scénarios sinistres se succèdent, là. On se pose des questions, puis chaque scénario pointe vers une fin tragique, finalement. En même temps, les clés
sont pas dans la voiture. La voiture, il n'y a pas de signe de violence. Il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de trucs de brisé. La voiture est dans un état normal. Donc, les policiers se disent que peut-être Brenda aurait pris l'autobus ou l'avion cette journée-là. Donc, l'autobus qui l'amène à l'aéroport ou prendre l'autobus pour quitter la ville. En même temps, la police vérifie tous les vols et les départs d'autobus qui ont été faits cette journée-là. Il n'y a aucun passager au nom de Brenda. Tout ça est très mystérieux, mais il n'y a rien qui pointe vers le meurtre non plus. Pas de raison aussi qu'elle soit assassinée. Là, on se posait la question, est-ce qu'elle aurait pu s'enlever la vie? Est-ce que toute cette disparition pourrait ressembler à un suicide? C'est sûr que mentalement, ça allait pas super bien, financièrement, ça allait pas bien. Être en processus de divorce, c'est super difficile. Mais d'un autre côté, il y avait toujours ses enfants. Tous ses proches disaient, mais non, encore une fois, elle aurait pas abandonné ses enfants, elle se serait pas enlevé la vie. Malgré que moi, je trouve que c'est pas vraiment un argument valable parce que les gens qui s'enlèvent la vie, ça veut pas dire qu'ils aiment pas leurs proches. Faut vraiment le souligner. Mais les proches de Brenda croyaient pas vraiment au suicide. Évidemment, la première personne interrogée dans l'affaire, le premier suspect, c'est Lee, son mari, parce que c'est comme le genre de scénario typique. Il y a une femme qui est malheureuse, elle tente de divorcer son mari, puis là, paf, elle disparaît. C'est très, très louche. Mais en même temps, Lee n'a jamais été violent ou abusif. En fait, c'est un bon mari, un bon père, un homme qui était fiable, qui était fidèle, qui était super doux, super gentil. Tu sais, ça avait pas l'air d'un homme qui aurait pu tuer sa femme. Encore là, on peut jamais le savoir. Là. Même que leur divorce se passait plutôt bien, tu sais, de manière amicale. Lee a même accepté de se soumettre au polygraphe qui l'a passé. Fait qu'après ça, les enquêteurs l'ont comme éliminé de la liste de suspects parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison de tuer son ex-femme. Il y avait un bon alibi. Fait qu'on a essayé de trouver une autre cause pour la disparition de Brenda. En 2003, un an après sa disparition, la famille de Brenda annonce qu'il y a désormais une récompense de 5 000 $ en échange de toute information permettant de retrouver la mère de famille. Donc voilà où en est l'histoire de Brenda. Une affaire qui est très triste, qui affecte énormément de monde. T'sais, même les parents de Brenda, bien évidemment, ont été extrêmement touchés par la disparition de leur fille. Le père de Brenda n'est pas sorti de la maison le mois qui a suivi la disparition de sa fille, même pas pour aller à l'église ni rien. Ces pauvres parents, ils avaient peur de sortir et que leur fille les appelle pendant qu'ils n'étaient pas à la maison pour prendre l'appel. Tristement, le père de Brenda est décédé 9 mois après la disparition de sa fille, donc il n'a jamais pu savoir ce qui est arrivé à sa fille. Pour le mari de Brenda, Lee, ça se passe pas bien non plus. Comme il a été suspect dans l'affaire a quand même été médiatisée, il a perdu sa job, parce que bon, c'était louche aux yeux de la compagnie, je sais pas. Il perd sa job, là, ça commence à aller vraiment mal financièrement, il est seul pour élever ses 2 enfants, pas facile. Il perd sa maison. Donc, tu sais, tout le monde est affecté par cette disparition-là. Même pour les enfants, c'est difficile, évidemment. Ils perdent leur mère, mais aussi, il y a comme un genre de stigma autour de la famille, vu que le père a été suspecté. There were people in the neighborhood who would not allow their children to play with my children because of what they perceived I might be. Il y a même des parents qui interdisaient à leurs enfants de jouer avec Morgan et Lee, les enfants, parce que bon, tu sais, le père, il pourrait être dangereux, la mère est portée disparue, tu sais, fait que c'est comme un gros malheur s'est abattu sur la famille. Mais vous savez comment la vie est faite, les années passent, la vie continue, et éventuellement, ben, la famille fait tranquillement son deuil, les enfants grandissent, ils vont à l'université, poursuivre leurs études, Lee, il se remet en couple, mais le mystère persiste. En 2010, 8 ans depuis sa disparition et aucune nouvelle piste, Lee fait une demande pour déclarer Brenda comme étant morte, Brenda qui aurait 50 ans. Premièrement, ben, Brenda, elle avait une assurance vie de 100 000 $, donc ce serait une bonne somme d'argent à remettre aux enfants, mais c'est même pas juste pour ça. En fait, c'est le fait de la déclarer morte, ça serait comme de clore le chapitre. Tu sais, Lee veut se remarier, les enfants veulent pas passer à d'autres choses, parce qu'ils peuvent pas vraiment passer à autre chose, mais juste comme avancer avec la vie, tu sais. Ils se disent, ben, elle est décédée, fait que, tu sais, je
pense plus qu'ils ont vraiment d'espoir de la retrouver, là, rendu là. Et je peux vraiment les comprendre. Il y a plusieurs familles de personnes disparues qui décident de déclarer la personne disparue comme étant morte dans l'espoir de pouvoir faire un genre de closure, même si je crois ça change rien, en fait, de ce que j'ai vu, là, tu sais, le sentiment, même si on déclare la personne morte, t'es toujours dans l'espoir quand même que la personne revienne, qu'elle soit toujours en vie. Mais bon, c'est un processus de deuil comme un autre. Normalement, c'est ici que se terminerait ce genre de vidéo. Donc, une personne disparue, une enquête toujours active, une famille en deuil qui se pose des questions. Mais pour cette affaire, c'est différent. À la fin du mois d'avril 2013, l'enquêteur Schofield, qui est sur le dossier depuis le jour 1, c'est vraiment l'enquêteur qui est assigné à l'affaire, il appelle Lee et Morgan pour leur dire qu'il aimerait leur parler de vive voix, donc de le rappeler dès qu'ils ont une minute. C'est pas urgent, mais ça presse quand même. Morgan se dit que peut-être que l'enquêteur est en ville, qu'il veut les voir, parce que, tu sais, il veut pas, à travers les années, entre les familles de personnes disparues et les enquêteurs qui sont beaucoup impliqués dans ces dossiers-là, mais il y a une belle relation de confiance, de gratitude, un attachement qui se bâtit entre les enquêteurs et les familles. Fait qu'ils se disent, bon, tu sais, peut-être qu'il veut juste nous voir, prendre de nos nouvelles. Fait que, sans perdre une minute, Lee appelle l'enquêteur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, Schofield, au téléphone, il dit à Lee, il dit, écoute, j'aimerais vraiment vous voir en personne pour pouvoir vous parler. Tu sais, c'est pas une conversation qui doit se faire au téléphone. Et là, ça fait comme un choc à la famille parce que c'est la première fois que l'enquêteur est aussi sérieux. C'est la première fois qu'il dit ça, là, je veux vous voir en personne. Fait que la famille se prépare évidemment au pire. Fait qu'ils se disent, bon, on va aller rencontrer l'enquêteur et on va nous annoncer que les restes de Brenda ont été retrouvés, qu'il y a un indice important qui a été retrouvé. Vraiment, là, il y a quelque chose d'important. Donc, Lee Jr., donc le fils, Lee, le père et Morgan vont rencontrer l'enquêteur Schofield. La rencontre a lieu dans un petit restaurant local, tranquille. Et là, l'enquêteur annonce à la famille Heist que Brenda a été retrouvée. Non seulement elle a été retrouvée, mais elle est toujours en vie. Et là, l'enquêteur montre une photo de Brenda et Morgan éclate en sanglots. Well, now he's found out she's alive after Brenda Heist turned herself into deputies in Key Largo a week ago. It certainly shocked me, and I'm sure it shocked everybody that knows her. Lee est complètement sous le choc, évidemment, mais Morgan est juste comme profondément attristée. C'est sa mère qui a toujours été fière et coquette. Elle est définitivement plus la même. Clairement, on peut voir qu'elle l'a pas eu facile. Même si c'est le même visage, tu vois que c'est plus la même personne. Quelques jours plus tôt, le 26 avril, Brenda s'est présentée au poste de police à Key West, en Floride. Et elle leur a dit que son nom, c'était Brenda Heist et qu'elle était portée disparue depuis 11 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé en 11 ans? Qu'est-ce qui s'est passé la journée de sa disparition? OK, plein de questions à répondre. Revenons à la journée du 8 février 2002. Il est 8h30. Brenda va porter ses enfants à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Cette journée-là, Brenda apprend que sa demande d'accès au logement pour des familles à faible revenu, donc Housing Assistance, a été refusée. Fait que face à sa décision prise par le gouvernement, elle est complètement découragée. Elle sait pas quoi faire, elle sait pas vers qui se tourner. Donc, elle se rend dans un parc pour penser à des solutions, pour méditer, pour penser à son futur et à celui de ses enfants. Donc, Brenda s'assoit sur un banc de parc et se met à pleurer. Et là, il y a 3 personnes qui s'approchent d'elle pour lui demander si elle est correcte, si elle va bien. C'est 2 hommes et une femme. Puis là, ils demandent à Brenda, pourquoi tu pleures? Est-ce que c'est correct? Puis là, Brenda, elle s'ouvre un peu, elle leur raconte sa situation familiale, pourquoi elle pleure, pourquoi elle va pas bien. Et là, les 3 personnes disent à Brenda qu'ils sont justement en route, qu'ils vont se rendre en Floride en autostop. Puis ils disent à Brenda,
veux-tu venir avec nous? Et là, Brenda, elle dit, ben non, je peux pas venir avec vous. Je veux dire, j'ai des enfants, j'ai une job, j'ai un mari, ex-mari, j'ai des responsabilités, je peux pas juste partir comme ça. Mais cette journée-là, elle a une pulsion. Elle a quelque chose qui se déclenche en elle, puis elle dit, sais-tu quoi? Je vais partir avec vous. Donc, sur un coup de tête, elle décide d'abandonner sa vie d'avant derrière elle et de juste changer de vie. Donc, elle conduit sa voiture jusqu'à York. Elle la stationne près d'une gare d'autobus. Elle rentre même pas chez elle pour faire ses valises, pour laisser une note pour ses enfants, pour dire où elle s'en va, non. Elle quitte sa vie avec 20 $ en poche et abandonne ses enfants. Donc, selon les dires de Brenda, lorsqu'elle est arrivée en Floride, elle s'est trouvée un autre nom, donc Kelsey Leanne Smith, et pendant 2 ans, elle aurait vécu dans la rue dans une tente sans domicile fixe. Après 2 ans, elle dit qu'elle aurait rencontré un homme, qu'elle a déménagé avec lui dans une roulotte où elle aurait vécu avec lui quelques années pour ensuite retourner dans la rue entre 2011 et 2013. Elle aurait essentiellement dormi dans la rue, sous des ponts, et réussissait à s'alimenter en faisant du dumpster diving, donc en fouillant des poubelles. Et quand il vivait dans la roulotte avec l'homme, il faisait des petits jobs où il était payé en dessous de la table. Donc c'est complètement terrible comme histoire, puis c'est tout ça, c'est sûr que cette affaire-là a fait les manchettes, là, parce que ça arrive très rarement qu'on retrouve une personne disparue en vie, là. Parce que c'est vraiment une hypothèse qui revient dans toutes les disparitions dont je vous parle. Il y a toujours cette option-là, cette théorie-là. Est-ce que la personne a refait sa vie ailleurs? Est-ce qu'elle vit maintenant dans la rue? Est-ce qu'elle a des problèmes de consommation? Est-ce que cette personne-là est en vie? C'est toujours une hypothèse qu'on va considérer, mais moi, je trouve que c'est rarement probable. Tu sais, c'est souvent tiré par les cheveux, puis ça arrive rarement. Mais là, on a l'exemple parfait que ça peut arriver. Choisir de disparaître volontairement, de laisser ta vie, tes enfants derrière toi et juste comme vivre dans la rue, ça se peut. Mais là, on peut se demander, c'est-tu vraiment ça qui est arrivé? T'as-tu vraiment choisi d'abandonner ta famille pour vivre en tant que femme itinérante, en situation d'itinérance? C'est ça la vérité? En fait, il y a une femme du nom de Sondra Forrester, une mère de famille qui vit à Pensacola, en Floride, qui, elle a une toute autre version de l'histoire. En fait, en 2010, Sondra, elle avait besoin d'une femme de ménage là, pour l'aider à la maison. Donc, elle a demandé à un voisin s'il connaissait quelqu'un qui pourrait lui référer pour l'aider à faire le ménage dans la maison. Le voisin, il connaissait une femme du nom de Lovie Smith qui l'aimait beaucoup parce qu'elle l'aidait, elle gardait ses enfants. Fait qu'il a dit, ben oui, je peux vraiment te référer, Lovie, ça va me faire plaisir, on lui fait entièrement confiance, elle pourrait t'aider. Donc la femme, Lovie, qui était en réalité Brenda, racontait à Sondra qu'elle était vraiment dans une mauvaise passe, elle avait des problèmes de couple avec son petit ami et ça n'allait pas du tout. Ce pourquoi elle était vraiment contente de se trouver un nouvel emploi. Et très vite, Sondra et Lovie sont devenues super proches, elles s'entendaient vraiment bien. Lovie, elle allait faire le ménage 1 fois par semaine. Les 2 femmes se confiaient beaucoup entre elles. Fait qu'il y a vraiment eu une belle relation d'amitié qui s'est formée entre les 2 femmes. Lovie, elle se confiait à Sondra que son petit ami était un homme alcoolique, violent, puis elle avait vraiment de la difficulté à se sortir de cette situation. Après 6 mois, Sondra a offert à Lovie d'emménager chez elle jusqu'à temps qu'elle se remette sur pied. Mais vraiment, les 2 femmes sont devenues super proches, c'était des amies, tu sais, elles s'entendaient à merveille, elles sortaient ensemble les fins de semaine, elles passaient du temps à la plage, elles allaient pêcher. Et Sondra avait aussi 3 enfants et Lovie aimait beaucoup les enfants de Sondra. Et Sondra avait vraiment beaucoup d'empathie envers Lovie, qui lui avait raconté qu'elle avait eu une vie difficile. T'sais. Selon Lovie, sa mère était décédée quand elle avait juste 6 ans. Elle lui avait aussi dit qu'elle avait perdu son mari, Lee, avec qui elle avait été mariée pendant 20 ans. Elle lui disait aussi qu'elle avait toujours voulu avoir des enfants, mais que ça n'avait pas été possible pour elle. Fait que vraiment, c'était juste une femme qui l'avait pas eu facile. Selon Sondra, Lovie, c'était une femme vraiment normale, tu sais, qui avait des amis, une vie sociale. Elle avait un ordinateur, elle avait un compte Facebook, un cellulaire, elle était même sur un site de rencontre. Fait que c'est pas comme si elle était injoignable, tu sais.
elle était sur Facebook. Après 1 an à vivre chez Sondra, en 2012, Lovie a comme quitté la famille, là, je sais pas pourquoi, mais elle les a quittés. Et les 2 femmes ont comme perdu contact par la suite. Mais là, c'est en 2013, quand Sondra, elle a vu la photo de Lovie / Brenda qui a été retrouvée. Elle a dit, OK, mais c'était pas la femme que j'ai connue. Oui, c'était elle, mais quand elle était chez nous, elle était vraiment coquette, elle s'arrangeait. La photo de Brenda, quand elle était retrouvée, ça n'a rien à voir avec la femme que Sandra a connue. T'sais. C'est après être partie de chez Sondra que Brenda a recommencé à vivre dans la rue. Et là, elle voulait plus ça. T'sais. Elle a recommencé à vivre dans la rue, puis là, elle s'est rendue compte, ça me tente plus de vivre comme une femme itinérante, d'avoir une fausse identité. Elle était un peu écœurée de ce mode de vie-là. C'est pourquoi elle s'est rendue au poste de police pour dire « Hey, mon vrai nom c'est Brenda Haste, puis je suis portée disparue. » Quand l'enquêteur Schofield a rencontré Brenda, parce que lui, encore une fois, il travaillait sur le dossier depuis le jour 1, fait qu'il a toujours été un peu obsédé avec cette histoire-là. Il avait vraiment envie de la retrouver. Quand il a retrouvé Brenda, ben, il a définitivement trouvé qu'elle avait honte, tu sais. Elle avait de la difficulté à le regarder dans les yeux. Quand elle parlait, elle baissait la tête, elle pleurait. Donc, elle avait honte du comportement qu'elle avait eu, puis aussi de ce qu'elle avait imposé à ses proches. Elle savait que ce qu'elle avait fait était mal, puis qu'elle avait blessé et même ruiné la vie de pas mal de personnes autour d'elle, surtout ses enfants, là. But I just thought it would be better if I wasn't there. I'm not proud of what I did. I'm ashamed of what I did. You can't just forgive me for what I've done to you. I hope she respects the fact that me and my brother aren't ready to talk to her and that we both need to accept this and let time go on. Parce que c'est terrible de réaliser que ta mère t'abandonne quand t'as 8 ans ou 12 ans, qu'elle décide de t'abandonner pour refaire sa vie ailleurs de manière volontaire puis d'aller vivre dans la rue en Floride. Genre, tu dis, OK, tu préférais ça que vivre comme notre enfance avec nous, notre adolescence. Je veux dire, c'est un esti de choc, là. Aussi, le père de Brenda est mort pendant qu'elle était en Floride, puis elle a quand même décidé de rester cachée pendant la mort de son père, alors que sa mère était en gros deuil. Tu sais, c'est une drôle de décision, puis je pense que c'est difficile à comprendre. On n'est pas habitué de faire face à ce type d'événement. Mais il faut pardonner, tu sais, parce que si on démonise ce genre de comportement, ben les personnes disparues ou qui ont décidé de disparaître de manière volontaire vont jamais vouloir rentrer à la maison si ils subissent ce genre de traitement, tu sais. Fait que c'est de quoi étudier, je veux dire, c'est un phénomène tellement rare, mais faut comprendre d'où ça vient, ce désir de tout abandonner pour refaire sa vie ailleurs, tu sais, ça doit partir d'une profonde tristesse et détresse psychologique. Donc, Brenda Haste a été arrêtée pour avoir utilisé des fausses pièces d'identité pour vol et possession de drogue. Donc, elle a dû faire un peu de prison là, jusqu'en 2013. Et quand elle est sortie de prison, elle est allée vivre chez sa mère au Texas. Malheureusement, ben, sa famille, ses enfants ne voulaient pas vraiment la voir. Même son ex-mari, Lee, ben, il veut rien savoir d'elle. Là. Elle lui a fait subir pas mal de trucs. Il a été suspect. Il a perdu la maison, il a perdu sa job. Je peux comprendre qu'il en veuille comme éternellement, là, vraiment. Là. Et effectivement, Morgane, qui est rendue à 20 ans, elle en veut encore énormément à sa mère. T'sais. Elle se dit, genre, sa mère et elle étaient super proches, c'était des meilleures amies. Comment elle a pu lui faire ça, l'abandonner? Fait qu'elle comprend pas encore pourquoi elle a fait ça. Do you think your anger made calm enough to be more rational about this, or do you really think that it's just beyond any redemption or apology? I hope to eventually forgive her one day for myself, not for her, but I eventually hope to forgive her and move on with my life. Mais c'est sûr qu'on peut pas exclure que c'est possible que Brenda ait été en dépression, tu sais, pour prendre ou un autre trouble de santé mentale, pour prendre une décision si importante et drastique. Je veux dire, tu dois pas être genre à 100% là. En tout cas, je sais pas, je peux pas non plus présumer qu'elle allait pas bien mentalement, là, tu sais, je veux dire, je veux pas lui diagnostiquer un trouble de santé mentale, mais c'est
C'est une drôle de décision quand même. Fait que c'est un peu ici que se termine cette histoire et on n'a pas vraiment de update ou de nouvelles depuis 2013. Ça s'est passé en 2013. On sait pas si depuis elle a renoué avec ses enfants, avec son ex-mari. On sait pas si elle va bien. On sait pas si elle est encore en vie. Bon, j'imagine que oui. Mais c'est ça. C'est une nouvelle de 2013 puis je pense qu'elle a comme refait sa vie puis elle veut être comme loin des médias. Qu'on peut comprendre. Donc, voilà cette histoire. Je veux savoir ce que vous en pensez parce que c'est une adulte, elle a le droit de disparaître. T'sais, on a juste une vie à vivre. Si t'es pas bien, change-la. Mais je trouve ça quand même très immoral de faire ça à tes enfants. Je veux dire, t'as le droit de changer ta vie, mais gâche pas la vie de tes enfants. En tout cas, je sais pas. C'est vraiment une bonne question éthique parce qu'on a tous déjà passé par là. J'imagine vouloir disparaître, vouloir refaire ta vie, mais tu sais, faut penser aux conséquences que ça implique, les gens que tu vas blesser en faisant ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui finit quand même bien, là. C'est différent des autres histoires. Puis sinon, écoutez, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. N'oubliez pas de garder l'œil vert. Bye!